Nous sommes heureux d'accueillir ce matin Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, pour discuter du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui sera examiné par le Sénat dans les semaines prochaines. Je rappelle que, compte tenu de la diversité des sujets abordés, 4 commissions vont se partager l'examen de ce texte. La commission des lois, je salue Françoise Gatel, la commission des affaires économiques, Monsieur Darnaud, je le salue, ainsi que la commission des affaires sociales bénéficie d'une délégation au fond. Notre commission s'est, quant à elle, vue déléguer au fond l'examen de 4 articles, articles 9, 13, 61 et 62. Par ailleurs, elle s'est saisie pour avis de 25 autres articles ayant trait au transport, à l'aménagement du territoire, à la transition écologique et à la biodiversité. Madame la ministre, ce projet de loi qui a été maintes fois repoussé focalise de fortes attentes de la part des élus locaux et suscite de nombreux questionnements. Le Sénat travaille aujourd'hui depuis plusieurs années sur la question de l'efficacité de l'action publique dans une démarche transpartisane. En 2020, il a publié 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales, dans lesquelles il appelait au renforcement de l'autonomie des collectivités locales et de la différenciation territoriale dans le respect du principe d'égalité. C'est dans le même esprit qu'a été lancée en février 2021 une consultation à destination des élus locaux. Il en ressort des attentes très fortes de la part des élus autour de plusieurs axes. J'en citerai 2. L'approfondissement de la décentralisation et du principe de subsidiarité afin de permettre un exercice des compétences au plus près des réalités du terrain et le renforcement des pouvoirs des collectivités en matière de santé. Une préoccupation singulière accentuée par la crise sanitaire face à laquelle les élus locaux se sont trouvés en première ligne. Or, force est de constater que ce texte ne répond que partiellement aux préoccupations. S'agissant du volet décentralisation et différenciation, le Conseil d'État lui-même note dans son avis que les équilibres institutionnels ne sont pas modifiés et que les mesures relatives au levier d'action des collectivités sont de portée modeste. Je constate que de nombreux articles se bornent à clarifier des répartitions de compétences, comme l'article 5 qui réaffirme les rôles respectifs de la région, du département et du bloc communal en matière de transition écologique, sans que cela s'accompagne de nouvelles attributions, ni d'un véritable renforcement des capacités d'action des collectivités. Avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger plus précisément sur deux points qui nous interpellent. L'article 48 vise à modifier l'organisation et les missions du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, afin de mieux prendre en compte l'échelon local. J'adhère totalement à l'objectif de tourner davantage cette instance vers les collectivités locales dans sa gouvernance et dans ses finalités. Cependant, pourquoi avoir fait le choix de renvoyer à une habilitation plutôt que d'inscrire ces dispositions directement dans la loi? Le CEREMA est un acteur clé des politiques publiques locales et du déploiement des innovations dans les territoires. Et à ce titre, l'article 48 me semble être une clé de voûte de ce projet de loi. Je regrette donc que le gouvernement ait décidé de contourner le débat parlementaire sur ce sujet. Je souhaiterais que vous nous en disiez davantage sur les mesures qui pourraient figurer dans l'ordonnance. Comptez-vous prévoir une représentation paritaire des collectivités et de l'État en son sein, afin que le CEREMA devienne véritablement un outil partagé? Comment allez-vous améliorer l'accès des collectivités au service du CEREMA, en particulier s'agissant de celles situées dans les territoires les plus fragiles? Je souhaite également vous interroger sur un sujet sur lequel notre commission a beaucoup travaillé ces dernières années, le sujet de la désertification médicale. Le projet de loi comporte assez peu de dispositions sur ce sujet qui constitue pourtant un enjeu central de la territorialisation des politiques publiques. L'article 31 vise à modifier la gouvernance des ARS afin de renforcer le poids des élus au sein des conseils de surveillance qui deviendraient par ailleurs des conseils d'administration. Cette évolution me semble aller dans le bon sens, mais pourquoi ne pas être allé plus loin? Le Sénat a proposé à plusieurs reprises ces dernières années de confier la présidence des ARS à un élu local, par exemple le président du conseil régional ou un membre du collège des collectivités territoriales de l'ARS.
Quel regard portez-vous, Madame la Ministre, sur ces propositions? Je vous remercie encore de votre présence et de vos réponses sur ce dossier important que nous allons examiner rapidement. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Vous avez vu que c'était Monsieur Guéret qui parlait après. C'est pour ça que... Oui, c'est le rapporteur. Hein? Merci, Madame la Ministre. C'est le rapporteur. Merci. C'est bien que la ministre suit. Toujours. Madame la Ministre. Madame la Ministre, je rejoins les propos du Président. Ce texte cristallise de nombreuses attentes de la part des élus, mais également de la population et de nombreux acteurs. En tant que rapporteur pour avis de ce projet de loi, je forme le vœu qu'il permette de renforcer l'action des collectivités locales, en particulier dans le domaine des transports et de la transition écologique, et qu'il ne constitue pas une simple déclaration d'intention. Je souhaite à mon tour vous interroger sur plusieurs points. Les articles 6 et 7 prévoient le transfert de routes nationales non concédées aux départements et métropoles ou aux régions sous la forme d'une expérimentation. Le dispositif proposé est à double détente. Les départements et métropoles devront se prononcer sur l'opportunité du transfert, puis les régions volontaires pourront bénéficier d'une mise à disposition sous la forme d'une expérimentation des routes dont les départements et métropoles n'auront pas voulu. Madame la Ministre, à travers ce dispositif, ne craignez-vous pas d'aller vers une complexification de la gestion du réseau routier? Pensez-vous que cette méthode de répartition des compétences à la carte permette une gestion efficace des routes nationales? S'agissant de l'expérimentation prévue pour les régions, il me semble que la durée de 5 ans proposée par le projet de loi est trop courte pour permettre aux régions à la fois d'acquérir une véritable expertise technique en matière de gestion du réseau routier et d'engager les dépenses d'investissement. Que pensez-vous de l'idée d'un allongement de l'expérimentation à 8 ou 10 ans? Enfin, les compensations financières suscitent de vives inquiétudes. Il est prévu que leur méthode de calcul repose notamment sur les dépenses d'investissement des 5 dernières années. De fait, les parties du réseau peu entretenues feront donc l'objet de faibles compensations financières. Comment l'État va-t-il aider les collectivités à faire face aux besoins d'investissement liés au transfert des routes? Je souhaite également vous parler de l'article 9, pour lequel notre commission bénéficie d'une délégation au fond. Cet article permet le transfert de petites lignes ferroviaires d'intérêt régional et des gares afférentes aux régions. Si je salue ce dispositif qui élargit le champ du transfert qui était prévu par la LOM, je m'interroge sur un point. Comment concilier la décentralisation de ces lignes avec le maintien du niveau d'exigence du réseau en termes de bon fonctionnement et de sécurité? Les régions auront la possibilité de confier la gestion des infrastructures transférées à des personnes privées. Il convient d'éviter d'aller vers un éclatement du réseau. Enfin, je souhaite vous poser une question plus générale. L'article 49 consacre au niveau législatif le dispositif France Service, dont le pilotage est assuré par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Notre commission suit de près ces problématiques. Elle avait d'ailleurs examiné au fond la proposition de loi portant création de cette agence en 2018. Pouvez-vous faire un point d'étape sur le déploiement des espaces France Service? L'objectif d'en ouvrir 2500 d'ici le 1er janvier 2022 vous semble-t-il accessible malgré le ralentissement occasionné par la crise sanitaire? Madame la Ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous saluer à nouveau, Monsieur le Président, saluer les rapporteurs et l'ensemble des sénateurs et sénatrices ici présentes. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que le projet de loi relatif à la différenciation a été maintes fois reculé. Il n'a pas été maintes fois reculé. Il a duré assez longtemps dans sa préparation, puisque nous avons fait une consultation sur l'ensemble du territoire et que le Covid est arrivé, ou la Covid selon les écritures, et que c'est vrai que ça a mis du temps. Plutôt, après, il y a eu l'interrogation, pour être très exact, sur le fait que ce texte soit inscrit dans le calendrier. C'est ça
qui a été une vraie question, puisqu'il y avait un certain embouteillage parlementaire, mais finalement ce texte a été inscrit. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, parfois, et Françoise Gatel s'est déjà exprimée de cette manière, vous avez dit qu'il n'allait pas toujours assez loin. Soit, je vous entends. Simplement, j'assume le fait que c'est un texte qu'il a fallu préparer avec à peu près 20 ministres et secrétaires d'État, puisque c'est un texte extrêmement transversal et que ça a été un gros travail et qu'au fond, il y a un moment où on s'est mis d'accord sur des équilibres et ce texte est ce qu'il est, mais je crois qu'il répond au fond à ce que j'avais entendu sur les territoires. Je pourrais rappeler 3 points qui me semblaient absolument évidents et sur lesquels je crois nous sommes d'accord. C'est une attente très forte à l'égard de nos politiques publiques de renforcement de proximité. Ça, je crois que c'est un point qui est très important. Et quand je dis proximité, j'ai même l'audace, si je puis dire, de dire proximité quand c'est exercé par des collectivités territoriales de proximité, mais aussi une attente assez forte d'un État territorial de proximité. Je crois que les deux choses sont très importantes. Le deuxième point qui nous semble évident et qui est, dont nous avons déjà discuté lors de débats parlementaires, c'est l'aspiration tout aussi importante à une meilleure prise en compte des particularismes ou des particularités locales et qu'il y ait une organisation territoriale des politiques publiques moins uniforme, moins rigide et qui s'adapte mieux au territoire. Je crois que c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce que j'ai ressenti aussi fortement sur les discussions que j'ai eues sur les territoires, c'est que les élus demandaient non pas, un changement fondamental de l'organisation territoriale. Il y avait une certaine fatigue à l'égard des réformes institutionnelles, nombreuses et variées depuis 20 ans, et même depuis 10 ans, même si on remonte à 10 ans, il y en a eu beaucoup, et qu'il y avait un besoin de stabilité institutionnelle sur les territoires. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de faire des modifications, de progresser et de répondre à des problèmes qui se posent ici ou là. Mais j'assume tout à fait que cette loi n'est pas un grand soir, n'est pas une modification institutionnelle, je dirais, des collectivités territoriales. Et donc, à la demande du président, nous avons préparé cette loi pour qu'elle soit un acte de décentralisation adapté à chaque territoire et résolument tourné vers l'action publique et non pas une redistribution des compétences. Je suis très claire et j'assume tout à fait l'orientation de cette loi. Je ne reviens pas sur le fait que j'ai aussi discuté beaucoup avec les associations d'élus, que je ne vous cite pas, vous les connaissez, elles sont nombreuses, et nous avons eu beaucoup d'échanges et nous continuons à avoir des échanges encore hier. Et puis, bien sûr, je voudrais dire aussi que ce travail de préparation s'est fait également avec vos rapporteurs, que sont Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, que j'ai rencontré le président du Sénat en tête-à-tête pour parler de ce projet de loi et pour m'assurer, bien évidemment, ce qu'il m'a confirmé, qu'il y avait une volonté du Sénat de voir aboutir ce texte. Et naturellement, le président n'a pas manqué de me rappeler ce que vous avez rappelé vous-même, Monsieur le Président, le travail du Sénat dans ce domaine, notamment de la délégation aux collectivités territoriales que préside Françoise Gatel, et les 50 propositions qui ont été bien sûr étudiées
Et il y en a déjà un certain nombre qui sont dans le texte, et certaines autres pourraient y être introduites, bien sûr, par amendement, après de nouvelles discussions que nous pourrions avoir. Alors, sur les mesures dont vous êtes saisis au fond, je voudrais peut-être m'arrêter un peu plus longuement que sur les autres articles. Sur l'article 9 et sur les petites lignes ferroviaires, qui vient compléter les dispositions de l'article 172 de la loi LOM, qui permet le transfert aux régions. En effet, suite au travail mené conjointement avec les régions, et en particulier, cher Daniel, la nôtre, qui a été, je dirais, assez précurseur dans le domaine, il est apparu nécessaire de préciser que le transfert concerne non seulement la voie ferrée, mais aussi les gares et l'ensemble des installations de services afférentes. C'est-à-dire que ce soit une décentralisation complète. Pour être très précise, et peut-être pour dire à l'ensemble des sénateurs ici présents, que dans les accords que nous avons passés avec le Grand Est ou la région Centre-Val de Loire, il y a au fond 3 séries de lignes. Il y a les lignes qui sont exploitées par la SNCF entièrement, etc. Il y aura des lignes de partage encore, de partage de trafic entre les régions et la SNCF, et les 3e lignes qui sont complètement transférées à la SNCF. Alors, je crois que c'est évidemment une mesure importante pour le transport, bien évidemment, et pour parfois faire revivre des lignes qui avaient été abandonnées par la SNCF. Et bien sûr, il est très important aussi que les gares soient réutilisées, et c'est important pour nos villes moyennes et nos petites villes, qui pourront aussi éventuellement valoriser des fonciers bien souvent au cœur de leur centre-ville pour leur redonner une vraie fonction dans un projet global d'aménagement. L'article 13 qui vise à renforcer le rôle des régions en matière de biodiversité. Alors, c'est vrai, je réponds en même temps à ce que Jean-François, Monsieur le Président, vous avez dit. Vous avez dit, vous avez présenté sans... oui, on l'a fait parce que ça n'était pas écrit nulle part, la responsabilité dans le domaine de la biodiversité, c'était écrit nulle part. Donc nous l'avons mis dans le texte pour que ça soit, je dirais, dans le droit écrit. Et les espaces Natura 2000 concourent à la politique d'aménagement des collectivités territoriales. Et vous savez que ce sont de formidables réservoirs de biodiversité que nous devons collectivement protéger, et nous décentralisons donc la gestion de ces sites qui permettra de conduire une politique de proximité dont je parlais tout à l'heure et de mieux les intégrer, par exemple, dans les trames vertes et bleues. Cela permettra une véritable clarification des compétences entre les collectivités et l'État, la gestion des sites étant aujourd'hui exercée dans les faits sur 60% d'entre elles, ou d'entre eux, puisque c'est les sites, par les collectivités. C'est une décentralisation qui est particulièrement aboutie, puisqu'elle permet à la région de disposer du levier réglementaire, du contrôle des sites et du financement. Elle laisse à l'État des missions de coordination avec l'Union européenne et de nomination des sites. Peu de sites nouveaux, d'ailleurs, le réseau est déjà particulièrement abouti, et l'évaluation des incidences des projets sur les sites Natura 2000 du fait de la technicité et de l'expertise nécessaires, en cohérence avec l'instruction d'un certain nombre d'autorisations dépendant légalement de l'État. Les zones maritimes continueront de relever de l'État. Nous transférons le terrestre, pas le maritime, car s'agissant du domaine public maritime, c'est une compétence exclusive de l'État, et pour des raisons de sécurité, pour des raisons de défense, il n'a pas vocation à être décentralisé. L'article 61 prévoit quant à lui le financement d'aménagements d'autoroutes concédés par des tiers. Dans ce texte, nous rendons possible le cofinancement
de la réalisation de bretelles autoroutières, de sorte à améliorer leur accès à ces axes de communication. Désormais, un grand port maritime, une entreprise, des aménageurs pourront participer au financement, ce qui permettra d'accélérer la réalisation des projets structurants comme le projet du diffuseur autoroutier du Grand Port du Havre, qui est en plein dans ce projet. Je crois que c'est quelque chose d'important que d'ouvrir à la participation financière, qui permettra évidemment souvent à des projets de se réaliser plus rapidement. Et c'était une demande, évidemment, de beaucoup de collectivités territoriales. Enfin, l'article 62 vise à clarifier les procédures applicables lorsque des arbres d'alignement doivent être abattus. Alors, ça peut paraître un truc bizarre, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux, il y a des difficultés quand il y a un projet de tramway, qu'il y a un projet d'importance générale et publique. Il y a une véritable confusion sur l'autorité compétente pour procéder à l'abattage de ces arbres lorsqu'il est nécessaire à un projet d'aménagement. Les arbres d'alignement bénéficient d'une protection particulière étant donné l'importance de leur rôle écologique, évidemment. Cette mesure vise à clarifier les procédures à suivre. Il reviendra ainsi au préfet de délivrer les autorisations d'abattage et de vérifier les mesures de compensation mises en œuvre. Cela sécurisera les projets d'aménagement des collectivités qui sont trop souvent retardés du fait donc de contentieux issus des incertitudes actuelles sur l'autorité en charge de délivrer les autorisations tout en assurant la protection de ces arbres. C'est un sujet dont on pourrait débattre longtemps quand on a été... on est nombreux à avoir été maire dans cette salle. On sait combien c'est un sujet difficile quand on veut toucher à un arbre et que parfois ça dure des années et que ça bloque des projets d'aménagement. Voilà. C'est un peu une facilitation qui est donnée, si je puis dire, et de faire reposer ça sur le préfet. Alors vous pourrez dire, ça pourrait être le maire, etc. Il se trouve que d'une manière générale, je fais les questions et les réponses, les élus sont plutôt contents de cet article, plutôt que d'avoir eux-mêmes la charge du sujet. Donc, vous voyez, ce projet de loi illustrera notre volonté constante de poursuivre, je dirais, les facilitations, qu'il s'agisse des collectivités ou des services de l'État. Bien évidemment, je vais répondre aussi aux questions que vous m'avez posées par ailleurs sur le dispositif de compensation des transferts de route. Alors ça, c'est le truc habituel, bien évidemment. On sait tous que qui dit transfert dit transfert de moyens, c'est inscrit dans la Constitution. Et les mesures proposées dans le projet de loi reprennent pour l'essentiel les règles de transfert de compétences en matière financière et de personnel depuis la loi de 2004 et la loi de 2014, la loi MAPTAM. En matière financière, on calcule la compensation, comme vous le savez, sur 5 ans pour l'investissement et sur 3 ans pour le fonctionnement. Cela permet bien sûr un équilibre dans les coûts et charges de ce dispositif et ça préserve les intérêts normalement des collectivités et de l'État. Parce qu'on préserve aussi les intérêts de l'État. Il faut trouver un équilibre dans tout cela. Vous m'avez posé des questions aussi sur France Service. Le déploiement de France Service se poursuit bien.
On sera à 2000, à mon avis, en début 21, comme c'était prévu. Nous avons aujourd'hui, combien on en a aujourd'hui? Tu te rappelles le chiffre exact? Je ne me rappelle plus. Mais enfin, je crois qu'on en a plus de... Voilà, 1300. 1300 aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre des France Services là où il y en a besoin. Alors, quand le président de la République avait lancé le projet, il avait dit une par canton. Bon. Alors, évidemment, c'était pour montrer qu'il en fallait partout. En réalité, on sait déjà qu'il y en a des fois plusieurs par canton, parce qu'il y a des cantons qui sont extrêmement étendus, et que naturellement, ces cantons, ces France Services, alors il y a deux, vous le savez, il y a les anciennes MSAP qui sont devenues des France Services, et puis il y a celles qui sont créées ex nihilo. Il y a les deux aspects. Mais tout ça, c'est sous une charte commune qui impose qu'il y ait au moins 9 services et qui engendre les financements, bien sûr, de l'État. Il y a des MSAP, je le dis parce que comme ça je vais jusqu'au bout, il y a des MSAP qui ne sont pas tout à fait au niveau, et il y en a certaines, et notamment nous avons des discussions avec la Poste, qui a porté beaucoup de MSAP quand Manuel Valls avait lancé ce programme. Et la Poste elle-même choisit de ne pas maintenir un certain nombre de MSAP à certains endroits parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas en capacité d'aller jusqu'à l'exigence de la charte. Mais celles-ci seront remplacées bien sûr par d'autres, et je crois que nous atteindrons effectivement le chiffre qui avait été prévu. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors, ensuite, vous m'avez posé des questions sur, si j'ai bonne mémoire, sur le CEREMA. Alors, je rappelle quand même que l'ordonnance, ça n'empêche pas le débat parlementaire. Quand même. D'ailleurs, tu vois, on en parle. Pourquoi on a fait ça par ordonnance? Moi, c'est pour garantir, parce que nous avons un besoin de travailler avec le Conseil d'État, parce que c'est un sujet extrêmement délicat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà, j'avais essayé de le mettre, Louis-Jean doit s'en souvenir, quand nous avons débattu de la NCT, j'avais déjà essayé de mettre l'histoire du CEREMA. Alors, je vais vous expliquer très simplement ce que ça veut dire l'histoire du CEREMA pour mettre dans la loi. Le CEREMA est un établissement public qui travaille aujourd'hui à 80% pour l'État et seulement 20% pour les collectivités territoriales. Il y a à peu près 23 implantations en France de CEREMA. Le siège du CEREMA est à Bron, près de Lyon. L'objectif, c'est d'ouvrir la capacité aux collectivités territoriales d'utiliser les services du CEREMA sans passer par les marchés publics. Je vous le fais très simplement. Et pour que, au fond, le CEREMA, qui est un outil avec des ingénieurs routes, des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs bâtiments, soit mis à la disposition des collectivités territoriales. D'abord, je vais vous dire, avec la décentralisation et les transferts de compétences qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, si on veut que cet outil d'ingénierie soit pérenne, eh bien, il faut le faire vivre. Et évidemment, nous avons déjà une convention, l'Agence nationale de cohésion du territoire, avec le CEREMA, pour faciliter dans toutes les politiques publiques que nous faisons l'accès au CEREMA. Mais en faisant ce qu'on appelle, alors, ce que les juristes appellent du in-house, voilà, l'objectif,
de cet article. Alors, il n'y a pas de loup, mais on veut le sécuriser à fond par un travail avec le Conseil d'État. C'est pour ça que nous l'avons fait par ordonnance. Voilà. Voilà. La désertification médicale, qui est un sujet évidemment que nous connaissons tous, qui est un sujet difficile. Un certain nombre... je crois que ce qu'avait fait Agnès Buzyn est fondamental, c'est-à-dire faire sauter le numerus clausus. Mais évidemment, on sait bien que le numerus clausus, le temps que ça produise son effet, il faut une génération de nouveaux médecins, évidemment. Alors, il n'y a pas beaucoup de miracles dans ce domaine, mais le projet de loi 4D comporte plusieurs mesures pour faciliter l'installation de personnel soignant dans les territoires. À l'article 32, on permet le financement par les collectivités locales des investissements dans les établissements de santé. À l'article 33 et 34, on consolide la possibilité pour le département et le bloc communal de créer et gérer, de recruter et gérer des personnels de santé dans les centres de santé. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Nous avons mis aussi, c'est annexe, mais le préfet de région à la tête... Non, c'est pas ça. À la tête des ARS, nous avons toujours l'ARS, mais nous faisons entrer davantage d'élus dans le conseil d'administration des ARS. Alors je sais que on aurait peut-être, que certains auraient aimé qu'on aille plus loin. C'est déjà une étape. Et un travail pourra être encore fait, mais c'est une étape qui est importante. Et le gouvernement a beaucoup travaillé sur ce sujet, le ministère de la Santé aussi, qui défend, bien sûr, ses fonctionnaires, c'est normal, les ARS. Mais je crois, à titre personnel, que la crise de la Covid a montré, évidemment, que personne ne pouvait imaginer, et aucun pays, d'ailleurs, n'a imaginé, a montré, bien sûr, qu'il était nécessaire de faire évoluer les liens entre les ARS et les préfets, notamment. Et notamment, ce n'est pas dans le texte, mais c'est quelque chose qui est en cours, c'est aussi d'avoir, au niveau départemental, des représentants des ARS et qui nécessitent que ce soit des gens bien formés, de qualité, et qui travaillent en direct avec les collectivités territoriales. Je ne sais pas si j'ai... Je crois que j'ai tout fait. C'est bon, hein ? Bien, merci Madame la Ministre pour ces réponses. Je dois avoir une quinzaine de demandes de parole. Donc, on a une audition à 10h15. Donc, 15 demandes de parole. Si vous prenez 2 minutes et 2 minutes de réponse, vous voyez, on n'est pas loin d'être à 10h15. Donc, je vous demanderai d'aller directement à la question et d'être... Bref, je vais donner la parole aux 2 rapporteurs de la Commission des lois, Madame Gatel et puis Mathieu Darnaud. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre invitation. Bonjour, Madame la Ministre. Moi, je veux d'abord vous remercier de nous tendre la main avec ce texte un peu ténu, mais faites-nous confiance, on va s'occuper du reste, si je puis dire. En tout cas, je veux saluer votre ténacité sur un sujet qui est difficile, vous l'avez dit, et qui suppose des arbitrages interministériels. Alors, le Président l'a rappelé. J'essaierai d'être rapide. On est d'accord avec vous que les grands soirs, les bing-bang territoriaux, les collectivités en sortent. On ne va surtout pas recommencer. La copie n'est pas parfaite, mais une autre serait tout aussi hasardeuse. Et sans doute que la guérison viendra-t-elle
de souplesse accordée aux collectivités pour s'organiser le mieux possible selon la réalité et la diversité de leur terrain, et que, en tout cas, il n'y a qu'un sujet que nous devons partager, c'est celui de l'efficacité de l'action publique, et après on trouve les moyens. Alors, j'aurais 3 points, Madame la Ministre. Le premier, le président Longeot l'a dit, et je sais combien le sujet est important pour les membres de cette commission, c'est l'accès aux soins, et ce qu'on appelle d'une manière très triste les déserts médicaux. Alors vous offrez, c'est très bien, la possibilité à des collectivités de créer des centres de soins. Il manque la deuxième partie de l'équation, Madame la Ministre. Et est-ce que cela veut dire que les collectivités qui prendront ces initiatives nécessaires auront en charge le financement, ou y aura-t-il des répartitions avec l'État? Deuxième chose, le projet propose à juste titre aussi des transferts de personnel, parce qu'on ne peut pas avoir les compétences si on n'a pas les moyens. C'est vrai pour les établissements sociaux, c'est vrai aussi pour les routes. Toutefois, je voudrais attirer l'attention sur la difficulté qu'on aura, puisque l'intention est là, mais le diable est dans les détails. Et sur les établissements sociaux, je sais qu'il y a une unanimité des syndicats contre cette proposition, mais quand on réfléchit à ce qui est proposé, le directeur serait détaché auprès du département, mais il n'y aurait que le directeur. Ça veut dire que le directeur adjoint et le reste du personnel resterait de la fonction hospitalière. Alors, est-ce que cela va faciliter l'exercice de la responsabilité du directeur? Moi, j'en doute un peu. Et troisième point, et ce sera le dernier, sur la déconcentration. Vous avez à juste titre rappelé, Madame la Ministre, et je partage totalement ce que vous dites, il y a nécessité de mettre en œuvre ce principe de subsidiarité pour faire les choses au plus près du besoin, mais qu'on a besoin d'un État fort dans les territoires, la crise l'a montré, et surtout d'un État uni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus ont une succession d'interlocuteurs, l'ADREAL, enfin, je ne vais pas les citer, la DRFIP, et chacun vit sa vie de manière autonome, à tel point qu'on peut faire dans un département un schéma de ruralité avec le préfet qu'on va inaugurer en grande pompe, et 3 jours après, la DRFIP nous annonce une fermeture de trésorerie. Donc nous souhaitons que le préfet soit le chef d'orchestre de tout ça. Donc vous l'initiez bien avec l'ADEME, mais pouvons-nous aller plus loin? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le rapporteur, Mathieu Darnaud. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement rebondir sur une question qu'évoquait notre collègue rapporteur Daniel Guéret, s'agissant des durées d'expérimentation pour le transfert des routes nationales en direction des régions. Je le dis parce que on a un peu le sentiment dans ce pays que l'État s'autorise et prend parfois ses aises en termes de délai, notamment lorsqu'il demande au Parlement de voter des ordonnances et faire confiance, et on l'a vu sur engagement et proximité avec l'ordonnance sur la formation des élus locaux. Je crains qu'on ne le voit encore s'il y a une ordonnance, ce que nous ne souhaitons pas, nous l'avons dit, sur la question essentielle pour nous en matière d'ingénierie du CEREMA. Mais Daniel a parlé à juste raison de la durée qui est dénoncée par toutes les régions. Toutes celles que nous avons auditionnées nous disent la durée d'expérimentation, elle est beaucoup trop courte lorsqu'il s'agit de prendre en compte toutes les exigences que revêt le transfert d'une route nationale. Et j'y ajoute un autre point, c'est le délai de décision qui est laissé aux régions de 3 mois pour savoir s'ils sont d'accord ou pas pour l'expérimentation. Alors, si vous additionnez le transfert de personnel, la création pour des régions qui n'en ont pas de services dédiés aux routes et l'expertise, parce que quand on récupère une route nationale, 3 mois, c'est quand même un peu court pour savoir les coûts qui vont devoir être générés et puis tout ce qui concerne, j'allais dire, la route en question et les moyens qu'exige la reprise de ces voies. Et puis, cela m'amène à parler du CEREMA, auquel je faisais référence à l'instant. Pourquoi ? Parce que
inévitablement, lorsqu'on va transférer des moyens en personnel, et Françoise Gatel y faisait référence, notamment des DIR vers les départements, vers les régions, et on sait, s'agissant des ouvrages, s'agissant des ponts, par exemple, que le CEREMA intervient directement auprès des DIR, malheureusement, on risque d'avoir une incidence et une conséquence. C'est pour ça que pour nous, et vous avez raison, l'ordonnance n'empêche pas le débat, mais on aimerait quand même avoir une vision assez claire, sachant qu'il y a eu des missions d'inspection qui ont rendu des recommandations à la fin du mois dernier et que nous souhaiterions savoir vers quoi on tend, parce que le CEREMA, c'est encore ce lieu privilégié de l'État où on a une ingénierie de haut niveau qui permet justement de traiter, et on a vu, l'actualité nous le rappelle tous les jours, les besoins que nous avons sur des ouvrages, sur tous ces sujets qui font la vie quotidienne de nos territoires. Et donc, même si on comprend bien la raison sur le in-house, mais gageons ensemble que ce n'est pas vraiment une raison suffisante pour laisser à penser qu'il faille travailler exclusivement avec le Conseil d'État et que le Parlement ne saurait être au rendez-vous de ce débat-là. Donc voilà, si vous pouvez nous éclairer sur ces deux questions, parce que singulièrement sur la question de la durée d'expérimentation, et nous avons voté il y a quelques mois un texte sur la simplification de l'expérimentation ici même au Sénat, et sur les délais qui sont octroyés aux collectivités, demandés aux collectivités de 3 mois pour savoir quelle sera la décision vis-à-vis de la proposition d'expérimentation. Tout ça me paraît très court et, pour le dire très simplement, assez peu raisonnable. Merci Madame la Ministre. Je vous propose de répondre à nos 2 rapporteurs, puis après je ferai 2 séries de 7 et 8 questions par rapport aux demandes de parole. Merci. D'abord, il y a un point commun dans tout ce que vous avez dit sur les histoires de transfert de personnel. On va avoir, j'ai lu hier, je ne sais plus dans quoi déjà, qu'il y a des manifestations qui se préparaient à propos des transferts dans les DIR, etc. On va avoir naturellement, comme à chaque étape où on a décentralisé des choses, vous avez des oppositions systématiques, des syndicats, voilà. C'est comme ça. Une fois que c'est fait, d'une manière générale, je ne vois plus de manifestation des... Comment on les appelait? Les TOS, vous vous rappelez? Je suppose que tout le monde se rappelle de tout ça. Sur la désertification médicale, Françoise, effectivement, il y a des contributions financières des collectivités pour tous les établissements qui sont prévus, de toute taille. Pour les directeurs des instituts départementaux de l'enfance et de la famille, c'est l'article 40, les organisations syndicales, c'est vrai, sont contre. Nous les revoyons la semaine prochaine. Je voulais bien évidemment te dire, et ça c'est important, qu'il y a une autre loi qui arrive et qui est celle de Brigitte Bourguignon, qui s'appelle Génération solidaire, c'est ça? Voilà, qui va compléter, et d'ailleurs je ne vais pas plus loin dans ce texte, et j'attire ton attention sur la prise en compte du rôle de l'État et des départements en ce qui concerne les EHPAD, les personnes à domicile, etc. etc. Donc il y a dans le domaine social une prolongation qui va être faite dans cette loi. Sur Mathieu et puis Daniel en avait parlé, excuse-moi, je ne t'avais pas répondu. Si on n'a plus que le problème de savoir si c'est 5 ou 7 ans pour l'expérimentation, je veux dire, on ne va pas entrer en guerre sur un sujet comme ça, hein. On a mis 5 ans parce que c'est globalement le nombre d'années qui est souvent utilisé dans ce genre d'expérimentation, etc. Bon, mais si toutes les régions pensent qu'il faut mettre un peu plus long, etc., enfin, je te le dis, ça fera partie du débat parlementaire, c'est pas quelque chose qui me gêne. Comme pour le CEREMA, moi, je veux dire, je n'ai pas de religion sur le fait que ça soit inscrit en dur ou que ça soit par ordonnance. Ce qui est important, c'est qu'on y arrive.
c'est qu'on aboutisse à ce que le CEREMA puisse être accessible aux collectivités territoriales. Alors après, nous, on a fait ça parce que tous les gens qui m'entourent sur le plan juridique pensent que c'est plus sécurisant. Bon, s'il y a une écriture en dur qui permet ça, moi, on verra. On va avancer avec le débat parlementaire. Mais enfin, moi, je ne suis pas arc-boutée sur le fait de faire des ordonnances, mais je voudrais que vous ne soyez pas non plus, par principe, arc-boutée à être contre une ordonnance si elle assure plus de sécurité. C'est tout ce que je dis, tu vois. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Bien. La parole est à Philippe Tabarot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, très rapidement, parce que beaucoup de collègues veulent intervenir, je vais vous parler des régions et de mobilité. Quelle cohérence et quelle logique de donner aux régions, alors même sous la forme expérimentale, 5 ans ou 7 ans, les tronçons de route dont personne ne veut. Même avec la carotte de l'écotaxe, cela n'a pas de sens. D'ailleurs, cette commission a majoritairement souhaité revoir l'article 32 du PGL Climat sur ce sujet. Enfin, sur le ferroviaire, à mon sens, la vraie question n'est pas tant le transfert, la question du transfert. Je souhaite quand même bon courage aux régions volontaires pour gérer les infras, les gares et les personnels. La question pour nous, c'est l'avenir de ces financements. Et sur ce sujet, les régions n'ont aucune lisibilité au-delà de 2022 et la fin des volets transport des CPER. Pouvez-vous les éclairer, nous éclairer, Madame la Ministre? D'abord... J'ai peut-être... on passe à plusieurs pour Monsieur Bachy. Monsieur Bachy, merci pour cette question pertinente et brève. Monsieur Bachy. Monsieur Bachy. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais vous parler de la déclinaison de la transition écologique, qui semble importante pour le gouvernement et pour nos collectivités. Aujourd'hui, ce sont 40 ALEC qui se sont créés sur les territoires. Ces ALEC ont été créés par les collectivités pour mieux prendre en compte leurs besoins. Elles apportent une expertise transverse et une vision à long terme indispensable aux politiques énergie-climat. Donc elles apportent une expertise transversale et une vision à long terme indispensable aux politiques énergie-climat par-delà les alternances politiques. Enfin, leur modèle permet une agilité organisationnelle ainsi qu'une réactivité très précieuse pour agir localement. Malgré ces atouts, les ALEC n'ont bénéficié que d'une reconnaissance tardive par la loi de transition énergétique de 2015 et leur définition est imparfaite. Celle-ci laisse notamment subsister des doutes quant aux risques fiscaux auxquels les agences s'exposent et n'est pas suffisamment protectrice des collectivités sur les modalités de mise en concurrence et de contractualisation à appliquer. Aussi, il apparaît nécessaire de préciser juridiquement le modèle de ces ALEC afin de reconnaître leur rôle effectif et de sécuriser leurs activités. Voilà, donc je voulais mettre le doigt sur ce sujet-là, une question qui vous a déjà été posée par le président de l'Association des maires, François Barouin. Si je vais donner la parole à Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la consultation nationale que vient de mener la délégation a permis de synthétiser les attentes des élus et dans celle-ci, il y a la simplification des normes applicables. Et je voudrais vous interroger sur ce point à travers un cas concret qui est celui de l'installation d'une unité de méthanisation. Petite histoire très rapide dans les 2 minutes qui me sont imparties. Dans le beau département de la Somme, 23 agriculteurs décident de se lancer dans un beau projet d'unité de méthanisation. Il leur faut déposer un dossier ICPE qui donne lieu à autorisation, enregistrement et déclaration de site. Et pour remplir ce document, 5 bureaux d'études ont été nécessaires. Études paysagères, études de sol, études environnementales, architectes, chambre d'agriculture, le tout pour 120 000 €. Une analyse de sol leur a également imposé tous les 20 hectares, soit plus de 30 000 € pour les 4 000 hectares concernés. Comme le terrain des agriculteurs relève de 78 communes, une enquête publique est demandée sur chacune des 78 communes, comme si les déchets épandus pouvaient être nocifs alors même qu'un digestat issu de la méthanisation peut être utilisé en agriculture biologique. Concernant le ruissellement,
comme le site va être construit en amont d'un bassin versant, il faut construire des bassins de rétention. C'est normal, me direz-vous, mais il aurait demandé de dimensionner ces bassins non pas en fonction d'une pluie décennale, mais en fonction d'une pluie centennale. Alors même que les fossés ne déborderont sans doute jamais, puisque le bassin en cause est de nature crayeuse. Cela accroît considérablement les emprises et impose la construction d'un véritable quai capable d'accueillir, vous l'avez compris, l'Arche de Noé. Enfin, le temps d'instruction, qui est au minimum de 10 mois, peut aller jusqu'à 18 mois en cas de recours. Un technicien de la Chambre d'agriculture me confiant d'ailleurs que les 2/3 de projets s'arrêtent en cours de route à cause des difficultés rencontrées. Nous avons par ailleurs un autre projet d'installation photovoltaïque et la lourdeur administrative est la même et les délais encore plus longs. Le porteur de projet doit faire face à un délai de 4 ans ou 5 ans afin de compléter son dossier et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Bref, vous l'avez compris, Madame la Ministre, les projets ne manquent pas dans nos territoires, les idées sont là, les ressources mobilisables sont là, les motivations sont là, les capacités à investir sont là, mais malheureusement, l'abnégation a des limites. Comment faciliter, comment simplifier l'action des acteurs locaux qui s'engagent en faveur de la transition écologique et de l'emploi de nos territoires? Est-ce que la loi 4D va nous y aider? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Rojoux. Merci, Président. Madame la Ministre, alors moi, puisque je partage bien sûr tout ce qui vient d'être dit avant, et je vais focaliser sur deux choses. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, par des procédures successives, on a entraîné de plus en plus le besoin d'ingénierie? C'est-à-dire que nous-mêmes, je prends par exemple l'exemple du système de l'appel à projet, qui est souvent effectivement condamné par nos collectivités. Et on pouvait, il y a quelques années, passer et réaliser et préparer un projet sans avoir besoin d'une ingénierie aussi lourde. Donc je crois que faisons attention dans ce que l'on est capable de proposer, de ne pas, par nos propres procédures, générer des besoins de dépenses financières supplémentaires, qu'elles soient réparties entre l'État ou les collectivités. De toute façon, c'est de l'argent public qui est mis sur la table. Donc ce point-là. Deuxième chose, est-ce que la loi 4D peut ou pourrait influencer la souplesse que souhaitent obtenir les maires des petites communes dans un département comme le mien, qui est en déclin démographique, pour pouvoir bénéficier d'une certaine liberté du permis de construire, vous savez, c'est-à-dire avoir un lien, en fait, avec la loi climat actuellement, qui a aussi ses avantages, mais ses inconvénients dans ce domaine-là, avec cet objectif d'artificialisation zéro dans un délai assez long, certes, mais qui quand même là affiché artificialisation zéro. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que 4D pourrait apporter un plus dans cette possibilité pour le permis de construire des petites communes? Voilà. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole en visio à Rémy Pointreau. Rémy, tu nous entends? Tu as l'air figé sur... Tu as l'air figé. Bien, en attendant qu'on récupère Rémy Pointreau, je vais donner la parole à Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de nous écouter et de nous répondre. Alors moi, je vais revenir sur la désertification médicale, parce que dans mon département, nord du Lot, 48 000 habitants, un gynécologue, un pédiatre, très peu d'ophtalmologistes, et la plupart des habitants vont se faire soigner ailleurs. Et si on est juste à renouveler les spécialistes et médecins qui sont censés être là actuellement, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'est déjà pas à la maille de ce qui existe sur le reste du territoire. Les gynécologues, ce serait 8 qu'on devrait avoir. Alors, nous avons inscrit dans la loi, au Sénat, nous avons inscrit donc l'obligation de stage pour les étudiants en médecine. Or, je pense que c'est un décret qui n'a toujours pas été pris. Donc, je vous lance une petite requête, c'est d'essayer de faire en sorte que ceci, parce que soit appliqué, parce que nous l'avons inscrit dans la loi, l'obligation de ces stages, parce que ce serait un levier très important. Parce qu'on le sait, hein, le nœud du problème, c'est de faire en sorte que les médecins viennent sur les territoires, les spécialistes, et ce sera un levier très important pour que nous puissions obtenir, parce bien sûr, nous l'avons inscrit dans la loi, parce qu'on imagine bien qu'un étudiant en médecine qui vient faire un stage dans un territoire
serait peut-être amené à rester parce qu'il s'y plairait. Voilà. Et comment, et ma deuxième question, c'est comment faire pour associer un petit peu plus les élus des territoires qui connaissent bien leur territoire et qui seraient à même de proposer des solutions quand on est à évaluer les besoins et les projections qu'on peut faire sur le recrutement des médecins et sur les études de médecine. Merci. Merci, Madame Préville. Monsieur Houllegatte. Merci, Président. Merci, Madame la Ministre. L'article 47 du projet de loi donne une valeur législative au contrat de cohésion territoriale afin de concourir à la bonne coordination des politiques publiques dans une approche transversale. Donc je me suis dit, tiens, c'est super, c'est ni plus ni moins ce que préconisait le rapport Morvan avec le contrat unique. Donc j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les contrats de ruralité vont disparaître? Et puis la deuxième, il y a un nouvel objet qui est apparu dans le paysage de la contractualisation, c'est le contrat de relance et de transition écologique dont on nous dit, lorsque la carte des 833 périmètres a été publiée, qu'ils sont destinés à porter les projets de territoire pour les 6 années de mandat municipal et intercommunal en cours. Donc, est-ce que ce contrat de cohésion territoriale est mort-né et quelle va être, en fin de compte, sa portée et son ampleur? Est-ce que les autres contrats vont disparaître? Et quid de l'articulation, notamment du volet territorial, du CPER et des fonds européens qui sont en cours d'élaboration en ce moment? Merci, Monsieur Houllegatte. Madame la Ministre, je vous propose de répondre à mes 7 collègues. Alors, je prends mes... Sur les routes, d'abord. Sur les routes, la question... Ah oui, ça y est. Les routes, d'abord, c'est sur le volontariat. On ne force personne à prendre des routes, y compris pour les routes départementales, mais je vous dis entre parenthèses que c'est une demande des départements de récupérer des morceaux ou des tronçons, si je puis dire, de routes qui restent nationales, alors que les 2 autres bouts, par ailleurs, sont départementales. Donc c'est une demande qui est très ferme. Sur l'expérimentation, c'est pareil. La première région qui nous a demandé cette expérimentation, c'est la région Grand Est. La région Grand Est est partante parce que, évidemment, parce que l'espace des régions maintenant est tel que il y a des régions qui sont intéressées par la prise de gestion des routes nationales. Mais encore une fois, rien ne les y oblige et tout ça fait partie de contractualisation avec l'État. Et vous avez soulevé le sujet des moyens. Bien évidemment, les moyens, vous le savez, sur le volet actuel des CPER, ce qui concerne les routes a été prolongé de 2 ans jusqu'à 2022. Et il y a un nouveau volet qui est prévu pour les infrastructures routières dans les contrats de plan État-région entre 2023 et 2027. Et le Conseil d'orientation des infrastructures a commencé à travailler avec les projets qui sont avancés par les collectivités territoriales. Et bien sûr, cela fera partie de contractualisation dans les CPER. Je voudrais aussi insister sur le fait que les contrats de plan État-région sont jumelés avec des contrats de relance, si je puis dire, et qu'il y a dans les 2 premières années, parfois, des financements qui ont été apportés dans les contrats de relance sur des tronçons de route, dans certaines régions, et le reste viendra, bien sûr, dans les négociations. Et les contrats de plan État en région ont des clauses de revoyure qui nous permettront d'intégrer le volet route. Donc, d'une manière générale, les collectivités territoriales sont plutôt satisfaites de ces propositions. Voilà. Oui, sur l'Agence locale de l'énergie, je vous remercie. Je pense que vous avez raison et on est tout à fait prêt à travailler avec vous sur ce sujet pour voir si par un amendement il faut sécuriser davantage ces agences de l'énergie. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Sur
je prends Stéphane Demilly. Bon, plus les questions d'après. Vous m'avez posé beaucoup de questions qui relèvent de la loi climat et du ministère de la transition écologique. Alors, j'ai un conseil à vous donner, réglez le maximum de problèmes dans la loi climat. Parce qu'elle est faite pour ça. C'est très habile. Parce que comme j'ai un peu le sens... Non, parce que je crains qu'on se dise, si ça ne va pas là, on va régler le problème dans la loi qui suit, quoi, si je puis dire. Mais plus vous avancez dans la loi climat, mieux ça vaut. Alors, je ne suis pas naïve. Je sais bien que peut-être s'il y a des choses qui sont encore perfectibles, à votre avis, qu'il y en a qui arriveront dans la loi 4D, j'ai bien conscience de ça. Mais il faut essayer de régler le maximum de sujets. Mais quand j'entends ce que tu dis pour la méthanisation, là, évidemment qu'il faut simplifier beaucoup de choses et qu'il y a des procédures qu'il faut simplifier. Et il y en a qui ne relèvent pas, évidemment, de la loi. C'est des procédures qui relèvent du fonctionnement interne des ministères et des réglementations qui sont installées dans les ministères. Bon. Et je reconnais, monsieur le sénateur, il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit sur l'ingénierie. Est-ce qu'on ne crée pas nous-mêmes le besoin d'ingénierie? Au fond, c'est ça que vous avez dit. Alors, je dirais oui et non, parce que, vous voyez, par exemple, d'ailleurs, c'est parti du Sénat, on en a parlé beaucoup, on fait un programme pont avec l'Agence nationale de cohésion des territoires pour aider les collectivités territoriales à voir si les ponts qu'elles ont, dont elles sont propriétaires dans les communes, etc., sont encore suffisamment sécurisés. Si vous voulez, il faut des ingénieurs en charge des œuvres d'art, si je puis dire, pour être compétents, des ingénieurs béton, etc. etc. Donc ça, je dirais, et on est dans une société, comme vous le savez, qui admet de moins en moins, je ne sais pas comment dire, les accidents, entre guillemets, c'est-à-dire tout doit être hyper sécurisé. Donc la population demande vraiment la sécurité partout et donc on a besoin aussi d'ingénierie. Mais je reconnais que l'appel à projet qui est utilisé trop souvent par un certain nombre de ministères ne facilite pas les choses. En ce qui me concerne, vous voyez, par exemple, pour le plan de relance, nous, dans mon ministère, nous avons tout déconcentré dans les mains des préfets. Et c'est quand même mieux quand les préfets au plus près du terrain financent par la décile exceptionnelle, la décile qui est consacrée à la transition énergétique. C'est toujours mieux parce que plus c'est en proximité, plus ça va vite. Il faut qu'on apprenne, et je peux vous dire que le président de la République et le Premier ministre ne cessent de dire aux administrations et donc aux ministres qui sont responsables de leurs administrations, faites en sorte que tout cela soit au maximum déconcentré. D'abord parce que les appels à projets, on sait aussi que ça favorise toujours les grandes communes et au désavantage des petites communes qui n'ont pas toujours l'ingénierie technique pour répondre aux appels à projets. Je vais prendre un exemple concret, deux exemples concrets qui vont dans ce sens. Vous savez qu'il y a un Ségur de la santé, vous savez qu'il va y avoir dans le Ségur de la santé des augmentations de salaire, etc., mais il va y avoir aussi des crédits pour l'investissement des hôpitaux. Et le Premier ministre a décidé que ces crédits seraient déconcentrés dans les mains des préfets. Alors, je ne vous parle pas de la construction de l'hôpital de Nantes, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais
les travaux faits dans les hôpitaux, les petits hôpitaux ruraux, etc., qui sont très importants et de proximité, ce sera déconcentré. Donc, il y a d'autres domaines, les pistes cyclables, par exemple. Le Premier ministre veut aussi déconcentrer tout ce qui est financement des pistes cyclables, etc., etc. On est vraiment dans cette démarche. Et c'est vrai que c'est plus simple et qu'il faut amplifier. Alors, ensuite, sur les stages, madame, en médecine, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, les stages, c'est qu'une chose. Alors, je ne sais pas, cette histoire de décret, ce n'est pas mon ministère, je vais regarder. Je vais regarder, parce que je ne sais pas s'il y a un décret qui est en attente, je vais regarder. Moi, il y a un autre truc auquel je crois et qu'il faut développer, à mon avis. Ça avait été décidé aussi par Agnès Buzyn. Je crois que c'est important. Moi, quand j'étais jeune, il y a longtemps, j'étais prof, peut-être le savez-vous, on pouvait passer un truc qui s'appelait les IPES. C'est-à-dire qu'on était payé pendant nos études. Et au sortir de nos études, on devait, 10 ans, c'était ça à l'époque, de notre vie, et on nous disait, ben, vous allez enseigner à Saint-Amand-Montrond, ça c'est pour mon ami qui est figé, là. Il est plus figé, ça y est, il est plus figé. Et ben, on allait à Saint-Amand-Montrond. Bah. Donc, je pense que cette histoire qui a été décidée par Agnès Buzyn doit se multiplier. Parce que c'est vrai que quand on met des jeunes sur des territoires où il y a des stages, parfois, je l'ai vu dans mon département, le Loir-et-Cher, qui a une carence médicale très importante, des jeunes qui viennent en stage, finalement, je pense à Cheverny, par exemple, vous connaissez Cheverny, évidemment, ben le stagiaire, il est resté. Voilà, et ça fait un médecin. Et donc, il faut effectivement trouver toutes ces méthodes pour attirer les jeunes sur les territoires, mais il faut aussi qu'il y ait les postes ouverts d'internes dans les CHU. Enfin, tout ça est très compliqué. Mais enfin, c'est un sujet qui est très bien. Les CRTE, vous m'avez posé la question. La contractualisation est évidemment... Comme vous le savez, j'ai bien aimé, un jour, j'ai entendu Jean-Pierre Raffarin, qui connaît, comme nous tous, bien cette maison, qui a dit cette phrase, « La contractualisation, c'est la décentralisation d'aujourd'hui ». Et je trouve que c'est assez juste, parce que dans la contractualisation, l'État et les collectivités territoriales se mettent d'accord sur des politiques et, au fond, sur la manière de développer des politiques publiques sur les territoires. Et naturellement, les CRTE ont vocation à être des contrats intégrateurs. C'est ça la question que vous posiez, monsieur, je crois. Et aujourd'hui, dans la loi, il existe un seul contrat. C'est les contrats de ville. Et qui sont dans une loi, je ne sais plus laquelle. La loi 2014. Les contrats de ville sont dans la loi. Autrement, il n'y a pas de contrat en dur dans le droit. Ce que nous voulons, c'est effectivement que ces CRTE, contrats de relance et de transition énergétique, mais aussi, le Premier ministre l'a écrit dans sa circulaire du 20 novembre, contrat de ruralité et de transition écologique. J'ai dit énergétique, c'est écologique, pardon. Parce que les contrats de ruralité arrivent à échéance, ils sont terminés. Donc on les remplace par les CRTE. Alors on dit contrat de relance, parce qu'en ce moment il y a la relance et qu'il faut que les intercommunalités bénéficient aussi de la relance, mais dans les zones rurales, on permet que ça s'appelle toujours contrat de ruralité et de transition écologique. Donc oui, c'est un contrat intégrateur dans lequel, sur un périmètre qui est l'intercommunalité ou plusieurs intercommunalités, on permet la contractualisation sur toutes les politiques publiques entre l'État et les collectivités territoriales. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, mais quelle est l'articulation avec les contrats de cohésion territoriale qui sont prévus dans la loi à l'article 47? Mais c'est la même chose.
C'est-à-dire que les contrats de cohésion territoriale vont se substituer aux contrats de relance et de transition écologique. C'est la même chose. Mais vous avez raison, c'est pas très clair. Donc on va. Vous avez raison. Ça m'avait pas. Oui, parce que quand on dit contrat de relance et de transition écologique, on a dit 6 ans parce qu'il y a la relance. Mais en fait, les contrats de cohésion de territoire, c'est la même chose. Voilà. Mais simplement, on a mis relance et comme la relance est limitée, vous voyez, bon, c'est pas très clair, effectivement. Bon, j'ai répondu à tout, là? Non? Alors, on va continuer. Effectivement, il y a un sujet qui revient régulièrement, et je pense qu'il reviendra dans les questions qui vont arriver. C'est pas facile, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais on n'arrive pas à régler le problème. C'est effectivement de simplifier, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... et je crois que je l'avais dit quand on a fait la loi ASAP. En conclusion de la loi ASAP, j'avais dit il y a quelque chose de compliqué, c'est de simplifier. Bah oui. Et je crois que c'est simple de compliqué. On va donner la parole à Rémy Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président. Désolé, tout à l'heure, ce sont les joies du haut débit dans le monde rural, Madame la Ministre, chère Jacqueline. Oui, concernant donc cette audition, je voulais poser une question sur le fait que, en fait, le problème de cette déconcentration, décentralisation, quand on relit la description sur le site internet de votre ministère, il est indiqué que cette décentralisation est fondée sur les propositions des acteurs locaux. Et pourtant, à lire les dispositions du projet de loi, j'ai le sentiment qu'une réclamation qui a été fortement demandée par les élus locaux n'a pas eu droit à votre oreille attentive. Il s'agit en effet, comme souvent, c'est la compétence GEMAPI, et plus précisément le volet pays, c'est-à-dire prévention des inondations. Et Madame la Ministre, je ne compte plus le nombre de délibérations que j'ai reçues de conseils communautaires de mon département, d'autres départements, pour contester à raison l'application de cette compétence. Les communautés de communes qui sont situées sur les bords de Loire, comme le Val d'Aubois, le Berry-Loire-Vauvise, etc., et le pays sancerrois, contestait déjà en 2020 la convention entre l'État et ses intercommunalités portant sur le transfert de compétences, GEMAPI, et c'est parce qu'il est incompréhensible de leur demander de financer le renouvellement de digues qui n'ont jamais été entretenues par l'État, avec un système qui lie linéaire de digues au nombre d'habitants de la communauté de communes. Finalement, on s'aperçoit, en d'autres termes, sur la Loire notamment, le montant des travaux de structure entretien courant est le même pour un EPCI de 6 000 habitants que pour une agglomération ou une métropole de 200 000 ou 300 000 habitants. Alors, c'est tout simplement irréalisable et irréaliste pour un EPCI rural. Et en conséquence, dans mon département, un certain nombre de communautés de communes ont décidé, et ils ont bien sûr tout mon soutien, de ne pas régulariser les systèmes d'indignement faute de moyens financiers. Ma question est simple, et puisque nous ne pouvons pas apparemment déposer un amendement effectuant un transfert de compétences au risque de tomber dans l'irrecevabilité à l'article 40 de la Constitution, envisagez-vous d'agir sur ce volet dans le cadre de ce projet de loi, parce que cette compétence prévention et inondation devrait revenir à l'État, ou tout au moins à l'échelon régional pour les fleuves, ou à un établissement public concernant le fleuve, ou à l'échelon département il s'agit de rivières domaniales. Moi, je pense qu'il faut vraiment revoir cette compétence GEMAPI dans cette loi 4D, parce que ça pose de vrais problèmes
pour nos communautés de communes rurales notamment. T'as pas eu l'idée de mettre ça dans la loi climat? Est-ce que c'est de la transition écologique? Oui, enfin, c'est de la transition écologique. C'est une compétence quand même qui coûte très cher à nos communautés de communes. Quand vous avez des digues de Loire qui n'ont jamais été entretenues par l'État et qu'on d'abord, je connais, enfin bon, Rémi, je vois bien le sujet et pour être connaisseur. Alors, pardon. Je ne vais pas rappeler, mais il y a certains qui étaient déjà là quand la loi GEMAPI a été votée. Enfin, quand je dis la loi GEMAPI, l'amendement qui a créé GEMAPI, au détour d'une loi qui devait être la loi MAPTAM ou une autre MAPTAM. On voit bien quand les trucs sont pas aussi... Enfin, moi, je me permets de dire ça, hein, quand c'était un amendement sénatorial qui a créé GEMAPI. Quand les choses sont pas suffisamment étudiées, préparées, anticipées aussi. Je rappelle que depuis que je suis ministre, j'ai déjà refait une loi sur la GEMAPI à la demande des régions et des départements. Nous avons ouvert la capacité de financement aux départements et aux régions des sujets dont tu es en train de parler. Et c'était la demande, j'ai une idée, un souvenir très précis, puisque Dominique Bussereau, président de l'ADF, demandait à pouvoir poursuivre la construction de protection des digues maritimes suite à la tempête Xynthia. Je me rappelle très précisément. Donc nous avons ouvert au département, puis aux régions, et je sais que c'est quelque chose qui est donc très lourd pour les collectivités territoriales. Et moi, personnellement, je pense que la seule solution, c'est la mutualisation de cette compétence au niveau de l'EPL, de l'établissement public Loire. Moi, je te donne mon avis personnel, hein, là, parce que autrement, on s'en sortira pas si c'est d'abord trop morcelé, et puis sur le plan financier, on aura besoin effectivement du soutien de l'État, des collectivités territoriales. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien de prévu sur ce sujet dans le texte. Ben oui. Merci. Mais c'est pas parce qu'il y a eu d'erreur à un moment donné ou une mauvaise interprétation ou un amendement qui n'était pas suffisamment calé qu'il ne faut pas aujourd'hui revoir les choses. Enfin, c'est le moment. On peut en discuter de revoir les choses. Et on peut en discuter aussi avec le ministère de la Transition écologique. Hein. Merci. La ministre doit partir à 10h10, donc il nous reste 35 minutes. Et j'ai encore 8 questions. Monsieur Devinaz. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président Lojo a commencé notre échange en parlant du CEREMA. Donc je voudrais revenir, moi, sur le CEREMA. Pour le moment, sur le plan budgétaire, il n'y a aucune inflexion sur le processus de réduire les effectifs du CEREMA. Donc ma première question, c'est comment le gouvernement peut en même temps faciliter la saisine du CEREMA par les collectivités tout en réduisant les effectifs et les investissements de ces structures. Dans votre exposé, vous avez indiqué que l'ANCT a une convention avec le CEREMA, et une convention qui n'engage peu l'ANCT sur le plan financier et qui, à ma connaissance, n'est toujours pas signée. Or, l'ANCT a demandé au CEREMA des expertises qui ne sont toujours pas payées. Donc, comment vous pouvez expliquer et comment cela est possible? Comment vous pouvez nous expliquer cette situation? Enfin, dans la loi 3DS, il est question de permettre aux collectivités de... Ce mot 3DS. Alors, 4D si vous voulez, oui. Ou 3D. Parce que je ne sais pas d'où ça sort.
Ouais. Bon, ce n'est pas l'objet de ma question. Non, mais je me permets de réagir parce que... Donc, dans la loi qui nous permet de nous rencontrer, il est question de permettre aux collectivités de passer par le CEREMA, et si j'ai bien compris, sans la procédure des marchés, qui me semble une avancée. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas à terme une ouverture pour une forme de régionalisation des structures du CEREMA avec un désengagement de l'État ? Merci. Je vais donner en visio la parole à Monsieur Marchand. On ne t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro. Frédéric, on ne t'entend pas. Il faut que tu mettes ton micro. Pardon, excusez-moi, effectivement. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Moi, j'ai une question qui fait suite à des échanges récents avec une intercommunalité de mon département au sujet de la mise en place du mécanisme qui est contenu dans la loi Elan, la mise en place de mécanismes de cotation des demandes de logement social pour le 1er septembre 2021. Puisque pour cette intercommunalité qui veut bien évidemment respecter la loi, ça semble un tantinet prématuré. Et je sais que le gouvernement a saisi au début du mois de mai le Conseil national de l'habitat dans le cadre du projet de loi 4D pour adapter le calendrier de mise en œuvre de la cotation de demande de logement social et vous demandez si vous confirmez effectivement que la volonté est de prévoir un report des échéances de cette cotation à fin 2023, ce qui arrangerait nombre d'intercommunalités. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. Je vais donner la parole à Madame Filleul. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci de répondre à nos questions. Moi, je voulais vous poser trois questions. La première consiste à revenir sur ce qui m'apparaît comme un paradoxe ou une contradiction, à savoir que vous dites que votre projet de loi n'est pas le grand soir, que nous avons besoin de stabilité dans nos institutions, ce que je partage complètement comme analyse. Et en même temps, vous proposez que les routes nationales soient transférées aux régions alors qu'elles n'ont pas l'expertise, qu'elles n'ont pas le savoir-faire dans le domaine, alors que les départements, eux, ont une ancienneté et au contraire ce savoir-faire et cette expertise. Alors vous répondez à mes collègues que c'est à la demande de ces collectivités territoriales concernées. Sauf que moi, je lis dans la presse et je rencontre aussi des collectivités qui disent qu'elles ne sont pas intéressées par ce transfert. Il en est de même de la tutelle des régions sur les départements à propos de la biodiversité, alors que les départements gèrent depuis des décennies des espaces naturels sensibles en les préservant et en les ouvrant également au public. Donc comment expliquer cette contradiction? Vraiment, je suis très intéressée par votre explication. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est celui de l'électronisme, car votre gouvernement, certes, fait beaucoup dans le domaine, entre les conseillers numériques, les passes numériques, les hubs numériques, les 250 millions d'euros, je crois, dont est dotée l'ANCT. Cependant, quand on est sur le terrain, on voit bien que tout ce travail, finalement, ne touche pas directement les plus concernés. Je pense aux passes formation, par exemple, seulement 20% d'entre eux sont effectivement utilisés pour faire de la formation. Or, le Covid a montré qu'il y avait vraiment une rupture d'égalité quand nos concitoyens ne sont pas branchés sur le numérique, ne sont pas initiés au numérique. Ne pensez-vous pas que votre loi aurait pu faire l'objet au moins d'une mention d'un chef d'orchestre, peut-être pas d'un chef de file, je sais que vous n'aimez pas cette expression, mais au moins qu'il y ait une collectivité qui veille à ce que cette politique soit bien répartie territorialement, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen d'évaluer les territoires qui sont effectivement dotés, ceux qui ne le seront pas, parce qu'on est sur la base du bénévolat, d'une certaine dynamique associative qui existe ou qui n'existe pas dans certains territoires. Donc je trouve que dans ce domaine, il y a un peu une occasion ratée, si vous me le permettez. Le troisième point est plus marginal, on va dire, et concerne l'article 11. Mes interlocuteurs à VNF me disent qu'ils pointent une anomalie, puisque les prises illégales d'eau et de rejet d'eau vont être pénalisées en fonction de la situation
économique de l'auteur qui est pénalisé en quelque sorte. Et donc il trouve que c'est quand même une surprise, une anomalie dans notre droit français. Merci. Je donne la parole à M. Chevrollier, puis après la ministre répondra. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je salue vos propos introductifs avec les mots proximité, un État territorial de proximité, une meilleure prise en compte des particularités locales qui s'adaptent le mieux au territoire, et puis cette attente forte de simplification à la fois des élus et des acteurs économiques et de nos concitoyens. Mais je relève un certain nombre de contradictions, notamment sur le sujet des espaces France Service, où là, ce sont des objectifs qui tombent de l'État pour des implantations dans les territoires, avec une vraie justification et un vrai intérêt pour nos concitoyens, mais pas toujours en cohérence avec les attentes locales et des objectifs parfois qui ne sont pas calés avec les EPCI. C'est vrai que si vous l'avez dit, c'est les cantons, mais l'approche par EPCI semble plus pertinente. Puis je rappelle aussi que ces espaces France Service, il y a quand même un problème de moyens aussi et la contribution des collectivités locales puisque le reste à charge reste à 50%. Je voulais également revenir sur la question des appels à projets nombreux qui sont compliqués pour les collectivités locales. Et là, c'est pareil, les appels à projets, ils tombent du haut vers le bas et ils ne partent pas des projets de territoire, et notamment pour les petites communes. Je pense notamment à un sujet qui vous est cher sur les tiers-lieux. J'étais encore il y a quelques jours dans une commune rurale qui veut développer un tiers-lieu. C'est compliqué de tomber dans l'appel à projet du gouvernement et que dire des contrats de relance, transition écologique et petites villes de demain qui recyclent des dispositions mais qui ne sont pas toujours adaptées au projet, et ils ne sont pas toujours non plus dans la temporalité des attentes du territoire. Et sur ces contrats qui seront parfois contraignants sur le plan financier, que dire sur la probable, est-ce que vous pouvez nous parler de la probable saison 2 des contrats de Cahors qui imposeront aussi des contraintes financières à ces élus? Et enfin, dernier point, dans votre projet, il serait prévu une recentralisation dans certains domaines, et notamment dans le secteur de l'eau, renforçant le rôle du préfet coordinateur de bassin qui se verrait systématiquement confier la présidence du conseil d'administration des agences de l'eau. Les représentants des élus voient dans cette mesure prévue dans le projet de loi un risque de déstabilisation des comités de bassin. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je vous propose de répondre à mes collègues. Merci. Alors, non. Sur le CEREMA, monsieur, sur le CEREMA, votre inquiétude. Alors, vous avez noté une contradiction sur les postes et l'ambition que l'on veut donner au CEREMA. C'est la raison pour laquelle il faut ouvrir le CEREMA aux collectivités territoriales. Et le CEREMA est sous la tutelle vous allez dire que je fais une fixette, du ministère de la Transition écologique. Si vous voulez, la meilleure façon, monsieur le sénateur, de sauver le CEREMA et d'en faire un outil qui se maintient avec des postes maintenus, c'est de lui donner une vocation nouvelle d'ouverture aux collectivités territoriales. Je le dis avec le pli d'élégance possible, et je serai là pour me battre pour que les postes soient maintenus. Bien sûr, le CEREMA a signé, et c'est passé devant les conseils d'administration, je parle devant Louis-Jean de Nicolaï qui pourrait le certifier, c'est passé en conseil d'administration de la NCT. Il y a des conventions et un travail coordonné entre l'Agence nationale de cohésion des territoires et le CEREMA. On cherche donc, je dirais, un équilibre économique avec ce in-house qui facilitera donc le travail des collectivités et bien sûr
le CEREMA sera rémunéré par les collectivités, bien évidemment, pour le travail fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à vos interrogations. Ou est-ce qu'il y a quelque chose où je n'ai pas été encore assez précise? Écoutez, moi, les informations que j'ai, puisque j'ai visité avec vous le siège du CEREMA à Bron, oui, dans le territoire que je représente ici au Sénat, oui. Et je connais votre engagement par rapport à cette voilà. structure. Voilà. Et que je partage d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr. Cela dit, les éléments dont je dispose avec les contacts des organisations syndicales, c'est qu'à ma connaissance, avec la NCT, là où les conventions ne sont pas signées. Voilà. J'ai posé une dernière question. Ne sont pas signées. Voilà. C'est les éléments que j'ai. C'est peut-être un truc administratif. Hein, mais j'ai bien entendu voilà. la réponse sur voilà. le premier point, sur la nécessité du CEREMA de s'ouvrir aux collectivités territoriales si on veut sauver ce type de structure. Maintenant, je vous ai posé une troisième question, c'était dans cette procédure, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité ou une volonté ou une ouverture de régionaliser les différentes structures du CEREMA avec un désengagement de l'État? Écoutez, ça n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est dans les tuyaux, si je puis dire. Et personne ne nous a jamais proposé cela. Et c'est une agence qui dépend, c'est un service de l'État. Je veux dire, je pense que l'étape première, c'est de continuer à faire exister cet outil technique très important. Et pour l'instant, nous n'avons pas envisagé ce sujet. Voilà. Ensuite, sur l'article sur les voies navigables de France, il a été rédigé à la demande de VNF afin de mieux protéger le domaine public fluvial. Aujourd'hui, la sanction est plafonnée à 1 500 €. Pour certains, ce n'est pas du tout dissuasif. L'objectif du déplafonnement de la sanction est de mettre fin à cette pratique et donc de protéger davantage. Voilà. C'est quelque chose que nous avons fait en concertation avec VNF. Oui. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est la prise en considération de la situation économique de l'auteur. Bon, on peut. J'entends ce que vous dites. On regardera ça si vous voulez bien. Voilà. Vous avez évoqué aussi, Madame Filleul, la contradiction. Je ne vois pas quelle est la contradiction au sujet des routes et de l'expérimentation aux régions. J'entends ce que vous avez dit. Jusqu'ici, les routes étaient transférées au département. C'était une compétence départementale. Bon, c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis en expérimentation et non pas en transfert, comme vous pouvez le voir. J'entends ce que vous dites et j'étais sûre que quelqu'un me poserait la question. Mais ça n'est pas un bouleversement énorme. Et en même temps, l'État a aussi des routes d'intérêt national qu'il n'est pas prêt à décentraliser parce que ça traverse la France entière. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Vous avez parlé de tutelle de biodiversité. Il n'y a pas de tutelle de la région. Les espaces naturels sensibles restent dans les mains des départements. Voilà. Sur le numérique, j'ai entendu ce que vous dites, mais vous savez, comment dire, je sais bien que la recherche de l'efficacité et de collectivités responsables de tel ou tel domaine, je vous remercie d'avoir reconnu que nous faisions beaucoup pour le numérique et les collectivités jouent un rôle très important, les France Services, les tiers-lieux dont monsieur parlait tout à l'heure,
plus ça se répand sur le territoire, l'inclusion numérique, l'accompagnement numérique, c'est important. Alors, dire dans la loi qui est responsable de ça, vous savez, je me rappelle des débats homériques sur la culture, sur le sport. Il y a quand même des compétences qu'il est parfois difficile d'attribuer définitivement à un niveau de collectivité territoriale. Vous vous rappelez, certains qui étaient là pour la loi NOTRe, quand on a dit à qui on donne la culture, alors là, ça a été la foire d'empoigne, et d'ailleurs, on n'a jamais donné la culture à un niveau de collectivité territoriale, on l'a laissé à tous les niveaux de collectivité territoriale. Donc, j'entends ce que vous dites, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça soit raisonnable de le faire. Voilà. Mais admettez que l'État peut jouer un rôle pour encourager l'ensemble des collectivités à s'y engager. Sur les France Services, monsieur le sénateur, vous avez dit que les EPCI étaient souvent l'échelle pertinente. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, sur les France Services, nous les faisons, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais les partenaires, bien sûr, en premier, ce sont les collectivités territoriales, et en premier, ce sont les communes et les intercommunalités, qui sont les porteurs de France Services. Et naturellement, nous accompagnons les élus qui sont volontaires. Et il y a des France Services dans toute la France. Après, qui porte les France Services? On a la Poste, on a la Mutualité Sociale Agricole, qui porte aussi des France Services en tant que porteur de projets. Et d'une manière générale, je dirais, ça se passe plutôt bien. Et naturellement, nous sommes et nous demandons au préfet, dans chaque département, avec les élus locaux, de regarder quels sont les lieux où il y aurait besoin de France Services et de nous faire remonter les volontés des élus locaux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Bon, c'est comme les tiers-lieux. Je finis par les tiers-lieux aussi, parce qu'on ne lance pas d'appel à projet pour les tiers-lieux. Non, on a fait des appels à projets pour les j'ai oublié le nom. Comment? Fabrique des territoires, merci. Fabrique des territoires, c'est-à-dire on a fait des appels à projets pour des tiers-lieux qui veulent être moteurs pour un territoire, pour créer, pour l'essaimage de tiers-lieux, si je puis dire. Mais autrement, je participe de très près à la création de tiers-lieux qui émanent de la volonté territoriale et qu'on accompagne. Voilà. Cahors 2, qui est-ce qui m'a posé la question du Cahors 2? C'est vous aussi, monsieur? Je crois que personne ne me réclame des Cahors 2. Et que, naturellement, il sera bien temps qu'un jour, le ministère de l'économie et du budget nous reparle de ces choses. Mais comme vous le savez, Cahors a été suspendu depuis la crise de la Covid et évidemment les dépenses qui ont été engagées par les collectivités territoriales. Voilà. Sur les agences de l'eau, le préfet coordonne, est coordonnateur de bassin et préside l'agence de l'eau. C'est au fond le renforcement du rôle des préfets dans l'élaboration du programme pluriannuel d'intervention de chaque agence. Ainsi, le préfet est le garant de la cohérence de l'action des services de l'État sur le territoire. Le préfet coordonnateur de base surveillera l'avis des préfets de chaque département pour prendre en compte, bien sûr, les projets locaux et les préoccupations des élus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pardon? Qu'est-ce qu'est Jacobin?
Alors, non, alors je veux dire, c'est compliqué parce que, à la fois, vous dites c'est jacobin. C'était dit tout à l'heure que les préfets soient les coordinateurs de toutes les agences X, Y qui existent sur les territoires. Ben si, c'est souvent ce qu'on nous demande. Non, mais peut-être pas vous, mais c'est souvent ce qu'on nous demande. Et aussitôt qu'on ramène un peu le préfet dans le sujet, on nous dit vous êtes jacobin. Moi, je crois que c'est un faux problème, hein, jacobinisme et girondin. Je crois que c'est un faux problème. Mais je crois que les préfets sont aussi les garants de l'équité, ce que tout le monde nous demande. Bien. Je vais donner la parole, parce qu'il nous reste encore 5 demandes de parole et il nous reste 10 minutes. À Monsieur Bigot. J'ai un conseil des ministres, là. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est mieux. Écoutez, je crois que je suis en plein dans l'actualité et mon intervention tombe à pic à propos de ce que vient de dire Madame la Ministre. Moi, je m'interroge en tant que sénateur membre du conseil d'administration de l'ADEME. Je m'interroge sur une disposition contenue à l'article 45 qui donne au préfet de région le rôle de délégué territorial de l'ADEME. En clair, vous déléguez au préfet de région le pouvoir de négocier et de conclure au nom de l'agence toute convention avec les collectivités locales et leurs groupements. Je connais bien l'ADEME pour avoir travaillé avec elle lors de mon mandat d'élu local au Pont-de-Cé et aujourd'hui au conseil d'administration. J'ai le sentiment que cette agence fonctionne à plein régime et représente un interlocuteur de confiance pour les élus, les acteurs économiques et associatifs. J'en veux pour preuve la consommation rapide et totale de ces crédits dans un délai record pour l'année 2020. Cette disposition, ou plutôt cette recentralisation, ne risque-t-elle pas de désorganiser ou d'enrayer une agence qui tourne à plein régime? N'y a-t-il pas un risque de perdre une neutralité dans les prises de décision, une neutralité fortement appréciée par les élus qui, pour la transition écologique, sont capables de dépasser les clivages partisans pour l'intérêt général? Ne croyez-vous pas troubler ce cercle vertueux patiemment construit par les équipes de cette agence dont on peut aujourd'hui tous se féliciter, et ce, malgré les suppressions de postes? À ma connaissance, ce ne sont pas les associations d'élus qui ont inspiré cette évolution, qui, il faut bien le dire, est une étatisation rampante de l'ADEME, qui est contraire à l'esprit de décentralisation. Dans ce projet de loi, on a du mal parfois à percevoir tous les dés. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, Madame la Ministre, dans le cadre de nos futurs débats, et savoir si vous êtes disposée à modifier vos positions sur la nécessité de renforcer cette agence et non de l'affaiblir? Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacquin. Et après Madame Demas, Monsieur Dantec et Monsieur De Nicolaï. Merci, Président. Madame la Ministre, 2 questions. Les maisons France Service sont un dispositif que j'apprécie après les MSAP, à condition qu'on y mette les moyens et la qualité, et que ce ne soit pas un désengagement véritable. Mais je pense que ces outils peuvent être pertinents. Dans mon département, la commission des élus à la DETR avait proposé au service de l'État qu'on accompagne au maximum ces maisons France Service en matière d'investissement, faisant en sorte que l'autofinancement soit de 20% pour les collectivités. Et là, on voit qu'après toutes les annonces du plan de relance, où même certains élus espéraient faire le jackpot, eh bien, au moment de l'instruction des dossiers, on est plutôt sur des positions de repli. Et j'ai en tête un dossier Maison France Service assez important, à près de 3 millions d'euros, où l'État nous dit finalement, j'ai peut-être plus la possibilité de mettre l'intégralité, puis des financements complémentaires ont été trouvés. Je ne viens pas sur mon dossier, mais d'une manière générale, je pense que ces dispositifs-là, une maison France Service, c'est pas comme une école, c'est pas comme un autre équipement public, c'est vraiment les services publics au plus proche des usagers. Ma deuxième question est relative au titre transition écologique transport. À plusieurs reprises, tant Philippe Tabarot que Martine Filleul vous ont questionné sur la cohérence de cette expérimentation transfert des routes. Autant on comprend qu'au niveau des départements, et vous l'avez bien dit, il peut y avoir par rapport au patrimoine routier départemental des cohérences, des morceaux de route à reprendre. Par contre, pour les régions, on ne comprend pas. Et dans le texte là, qui passe cette semaine, climat, on traite d'écotaxes
et d'une écotaxe façon puzzle au niveau des régions. Alors, franchement, on ne comprend pas bien. Plus, vous avez peut-être insuffisamment répondu, Madame la Ministre, à Philippe Tabarot sur la question des financements relatifs au CPER pour les petites lignes ferroviaires. Où là, le ferroviaire, on est vraiment sur le temps long. Et donc, démarrer avec des contrats de projet État-région qui ont une visibilité limitée, c'est insuffisant. Merci. Avant de donner la parole à Madame Demas, je voudrais rappeler à la ministre que Frédéric Marchand avait posé une question au sujet de la cotation des demandes de logement social à l'échéance de 2021 ou 2023. Oui, Madame Demas. Oui, vas-y. Il est en visio. Ah oui. Eh ben, parce que c'est le ministère du Logement, je n'ai pas la réponse immédiate. Je lui donnerai. Merci. Merci. Madame Demas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi j'aurais deux petites questions qui intéressent la simplification de l'action publique locale. Effectivement, la dispersion des aides aujourd'hui entre les appels à projets du plan de relance, ceux de l'ADEME, des régions, de l'Europe ou encore des intercommunalités font qu'en fait, les petites communes qui en ont le plus besoin y ont le moins accès. Et je me demandais, pour rebondir sur ce sujet déjà évoqué par mes collègues, si la loi 4D allait abonder dans une simplification pour pouvoir avoir accès à ces aides et peut-être si elle prévoyait en fin de compte un guichet unique qui pourrait être, j'allais dire, le moyen de pouvoir, pour ces petites communes, avoir accès à tout ce panel d'aides. Ça, c'était la première question. La seconde intéresse le fait de faciliter le partage de données entre les administrations. C'est donc une des priorités de cette loi, afin d'éviter par exemple que les usagers ne redonnent plusieurs fois les mêmes informations à l'administration. Je voulais savoir, selon vous, quels seront les principaux acteurs et moyens à mobiliser pour apporter le soutien le plus efficace à nos collectivités pour atteindre cet objectif. Comment envisagez-vous le rapprochement entre les collectivités et l'État pour ce faire? Comment donc doit-on appréhender ce sujet? Merci. Merci, Monsieur Dantec. Oui, bonjour Madame la Ministre. On a donc bien compris que le débat jacobin girondin était dépassé. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas qu'on mette dans la loi l'interdiction de corsettage de type Cahors. Cette pauvre ville de Cahors n'avait rien demandé pour être devenue le symbole finalement de la mainmise de l'État sur les finances des collectivités, ou en tout cas leur cadrage. Mais il y a quelques mois, je vous avais posé une question dans l'hémicycle suite à la pétition qui a quand même recueilli 105 000 signatures en faveur d'un référendum sur le redécoupage de la Bretagne et de la Loire-Atlantique. Et vous m'aviez répondu à l'époque, avec la loi telle qu'elle est, on ne peut rien faire, il faut donc y revenir par la loi. C'est le moment. Depuis, la quasi-totalité des collectivités territoriales de Loire-Atlantique ont voté des délibérations en faveur de cette consultation, le département, les 3 principales communes. C'est un consensus politique puisque même la candidate de droite pour la région Bretagne annonce qu'elle réunifiera la Bretagne. On ne sait pas très bien comment, mais en tout cas, elle annonce qu'elle va le faire. Donc, Madame la Ministre, est-ce que vous voyez de manière tout à fait consensuelle comment nous pouvons enfin avoir un dispositif opérationnel qui permette des redécoupages, et ça ne concerne pas que la Loire-Atlantique, puisqu'on sait très bien que la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui est faite pour que rien ne bouge jamais. Donc je suis à votre disposition, qu'on trouve un dispositif qui respecte la démocratie. Monsieur Mandelli. Oui, je voudrais intervenir immédiatement après les propos de mon collègue Ronan Dantec pour lui rappeler que un référendum ou une consultation n'a jamais fait une décision politique, et je lui rappellerai sans détour le résultat du référendum et de la consultation sur l'aéroport Nantes-Atlantique. J'ai dû appuyer sur un bouton. Je pense que j'ai appuyé sur un bouton là. J'ai appuyé sur le bon bouton, semble-t-il. Monsieur de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste un petit mot, Madame la Ministre, parce qu'on s'aperçoit après les discussions qu'on a eues ce matin qu'autant les comités locaux DETR, DECIL fonctionnent, autant les comités locaux sur l'Agence nationale de cohésion des territoires qui devraient coordonner l'ensemble des politiques publiques sur un territoire ne fonctionnent pas. Et je pense qu'il y a un vrai travail, de la part de cette agence pour faire en sorte bien qu'on trouve à la fois de la simplification peut-être dans son fonctionnement local et surtout de la cohésion.
et de l'information auprès des élus locaux. Et puis alors, je me pose juste une question sur le 4D, c'est le dédifférenciation, parce qu'on ne le sent pas bien sur l'ensemble du texte de loi. Merci, Monsieur Penzec. Et puis après la ministre, mais elle va avoir 2 minutes pour répondre à tout. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste exprimer ma déception parce que ça fait longtemps qu'on attend ce texte et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Si ce n'est des soucis supplémentaires pour les communes, je vois le renforcement du contrôle des sociétés publiques locales, des SPL. Qu'est-ce qu'elles ont fait, mon Dieu? Des mesures gadgets, on va nous permettre de fixer le nombre d'élus des conseils d'administration, ça relève du gadget. Et 3, des pétitions que les gens vont pouvoir organiser avec 10% des électeurs ou 20% des EPCI. On n'a pas fini d'être emmerdés, quoi. Un peu plus qu'on ne l'est déjà, quoi. Merci pour cette dernière question, Monsieur Penzec. Madame la ministre. Il y a quand même un petit truc sur lequel je voudrais revenir, là, c'est sur l'ADEME. Parce que vous me parlez, monsieur Bigot. Vous me parlez de jacobinisme et de recentralisation. Non, mais attendez, d'une manière générale. Il y a un truc quand même que je voudrais rappeler, c'est que l'ADEME, c'est un établissement public de l'État. Mais alors, je ne vois pas où est le problème. Moi, ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est quand je vais quelque part et que je vois un directeur d'ADEME expliquer qu'il est d'accord avec l'État ou qu'il signe une convention avec l'État et une collectivité territoriale, un accord tripartite. Ça me gêne beaucoup. Parce que nous sommes dans un établissement public de l'État. Et que le préfet soit là, je veux dire, c'est pas non plus... Je rappelle que pour la NCT, le représentant de la NCT dans les départements, c'est le préfet, que le représentant de l'ANA dans les départements, c'est le préfet, que les représentants de l'ANRU dans le département, c'est le préfet, et ça n'a jamais posé de problème à personne. Et si on met le préfet dans un rôle de coordination au niveau de l'ADEME, c'est pour faciliter les relations, notamment aussi avec les préfets de département. Et c'est une demande qui fait suite à ce qu'on nous explique toujours, que la multiplication des agences rend moins lisible l'action de l'État. Donc on ne le fait pas pour mettre la main sur les décisions qui sont prises et qui fonctionnent effectivement dans les régions avec la présence des élus. Mais je pense que là, il y a un truc, on n'est pas... l'ADEME, ça n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui dépend de l'État. Mais alors, je sais, pour aller au fond dans votre sens, que le Premier ministre Édouard Philippe a exigé que les établissements publics de l'État remettent la Marianne et remettent, si vous voulez, sur les papiers sur lesquels ils écrivaient, République française. Parce que parfois les agences étaient devenues très autonomes, si je puis dire, très autonomes. Donc il y a un moment, c'est des financements d'État, monsieur, aussi. Donc, vous comprenez, j'essaie d'expliquer les choses. Et donc, je veux dire, quand on nous demande, monsieur, je vais revenir sur des sujets sur lesquels vous n'êtes pas allé jusque-là aujourd'hui, mais quand on nous demande que le préfet est l'autorité sur l'ARS, c'est exactement la même démarche. Parce qu'il y a des gens qui nous le demandent. Donc, il faut aussi que les choses soient claires. Sur les France Services, il y a aussi des fonds d'investissement pour aider les France Services à s'installer. Hein. Nous avons de la DETR, de la DSIL, de la DPV et des dotations de relance. Je reviens sur les routes. C'est une expérimentation de la régionalisation des routes et cette expérimentation se fait sur une base volontaire et si ça ne marche pas, on n'ira pas plus loin. Mais quand on dit que la différenciation n'est pas assez visible,
je pourrais dire que les expérimentations sur les routes, sur les RSA, c'est de la différenciation. Du pouvoir réglementaire dont on n'a pas parlé pour les collectivités territoriales, c'est de la différenciation. Le renforcement des travaux dans la CTAP, c'est de la différenciation. Les décentralisations pour les routes départementales à la carte, c'est de la différenciation. Je ne reviens pas sur vivre la Bretagne et vivre les Bretons. Il y a encore eu une question hier d'actualité au Sénat posée par ton copain breton, Molac. L'initiative appartient aux collectivités territoriales. Ah non. Bah si. C'est l'inverse de ta réponse de la dernière fois. Comment ça, c'est l'inverse ? Tu nous as dit dans l'hémicycle la dernière fois que pour arriver à débloquer le dossier, il fallait changer la loi. Donc ma question, c'est est-ce que l'État est prêt à changer la loi ? L'État, aujourd'hui, n'a pas les moyens de faire une consultation. On est d'accord. Donc est-ce que l'État est prêt à ce qu'on change la loi ? Voilà. Ah bah ça, c'est un autre sujet, mais c'était pas tellement à l'ordre du jour. C'est ma question. Bah, c'est la question de la loi 4D quand même. C'est quand même la question de la loi 4D. Ouais. Eh oui. Elle est précise, la question. Donc la réponse est non. Mais je ne suis pas sûre que la Loire-Atlantique soit tout à fait d'accord. Mais ça, c'est la consultation qui le dira. Mais l'État est-il prêt à changer la loi ? Oui, mais je sais le sujet. Je vais être obligée d'y aller. Bien, Madame la Ministre, merci. Merci. Et puis, bientôt dans l'hémicycle pour parler de cette loi 4D. Merci, Madame la Ministre.